Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Bonjour à toutes et à tous, bonjour Gilles et bonjour Félix. Bonjour Mathieu, Valérie. c'est quoi le problème? Aïe aïe aïe, vous habitez en centre-ville, vous habitez au-dessus d'un café, d'une boîte de nuit, et parfois c'est compliqué la cohabitation entre résidents et bars. On va en parler ce matin. Les centres-villes, est-ce que c'est fait pour faire la fête ou est-ce que c'est fait pour habiter, dormir? C'est la question que vous posez aujourd'hui, Félix. Eh ben oui, parce que si je suis en train d'essayer de m'endormir dans mon appartement, je vais me plaindre, il y a du bruit en bas. Et puis si je suis en train de boire des coups avec des copains dans la rue, je vais peut-être dire quand même, faut bien un peu de convivialité dans ce pays. Donc c'est vrai que ça dépend aussi de quel point de vue on se situe. Ouais, oui, donc on va en parler avec une représentante du collectif Droit au sommeil de Montpellier. Alors comme le disait Patrick, ce soir ça risque d'être un peu bruyant à Montpellier, mais elle sera avec nous dans un instant. Nous on va revenir à cause du rugby. Oui, à cause du rugby, mais c'est Sud Radio, la radio du rugby depuis vous demandez d'être précis depuis de temps 2 en temps. jours. On ne parle que de ça sur Sud Radio. La présidentielle, vous n'êtes pas candidat, Gilles, non? Félix non plus, parce que le nombre, vous y pensez? J'y réfléchis en me rasant. Voilà, c'est ça. C'est ce qu'ils répondent. Ce n'est pas exclu. Donc, le nombre de candidats explose. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça vous choque? Est-ce que ça vous perturbe? Ce matin, c'est Jérôme Guedj qui annonce sa candidature sans passer par la primaire. On en parlera avec vous. On parlera également de Jack Lang. Doit-il démissionner de l'Institut du monde arabe? Et puis d'autres sujets avec vous et votre zapping, Gilles. Alors, le droit au sommeil, oui, c'est une chose qui peut se revendiquer, Félix Mathieu. Oui, surtout les jeudis soirs dans les villes étudiantes et sinon les samedis soirs, les vendredis soirs, les fins de soirée parfois source de tension effectivement entre ceux qui sont sur les terrasses à boire des coups et ceux qui sont juste au-dessus, derrière leurs fenêtres, à tenter de dormir et à pester parce qu'il y a du bruit en bas. C'est un sujet qui s'est invité notamment dans les élections municipales du côté de Montpellier, figurez-vous, puisque à Montpellier, pour le moment, la règle elle est très claire, c'est qu'à 1h, les bars ferment, on baisse le rideau et il y a des professionnels des bars qui estiment que c'est beaucoup trop tôt pour une ville, pour une grande ville comme ça. Ils réclament depuis longtemps que ça soit repoussé d'1 heure, c'est-à-dire que ce soit à 2h du matin. Alors les arguments, ça va être qu'on ait une ville festive, étudiante, l'importance aussi de soutenir le commerce qui a été mis à rude épreuve avec les années Covid. D'ailleurs, du côté de Montpellier, il y a une vingtaine d'années, il y avait une publicité de la mairie qui vantait, je cite, Montpellier, la ville où le soleil ne se couche jamais. Donc, c'est-à-dire que ce côté un peu festif, c'était même un argument un peu marketing pour la mairie à l'époque. Fermer les bars à 2h au lieu d'1 heure, la proposition donc a été brandie dans cette campagne des municipales par le candidat écologiste qui propose ça, 2 heures plutôt qu'1. Il est soutenu dans cette proposition par la quasi-totalité des autres candidats, mais à une exception notable, et c'est important, à l'exception du maire sortant. Le maire sortant qui prône ce maintien à 1 heure des fermetures parce que justement il évoque le dialogue difficile entre les bars et les riverains. Oui, et les pour les riverains. Quel parti maire PS, Michael Delafosse. Des riverains qui évidemment se plaignent, n'arrivent pas à dormir, se plaignent du bruit et des nuisances. Oui, c'est notamment le cas du collectif Droit au sommeil Montpellier avec qui on sera dans un instant très agacé de voir cette proposition revenir dans l'actualité parce que selon eux c'était déjà pas terrible à l'époque où juste durant les beaux jours, durant l'été, il y avait eu par le passé possibilité de fermer plus tard. Ils disent que ça fait beaucoup de bruit, surtout en été quand on dort la fenêtre ouverte forcément, et puis avec les canicules qui se multiplient, ça peut être compliqué effectivement de dormir fenêtre fermée. Donc à ceux qui répondent que les bars ferment plus tard ailleurs, il y a cette idée aussi que dans certains hypercentres comme Montpellier, on a quand même une grosse concentration de bars au même endroit et que ça peut rendre la situation quelque part assez invivable pour les habitants. Compliqué. Magali, bonjour, vous êtes une des représentantes du collectif Droit au sommeil de Montpellier. Peut-être racontez-nous un petit peu ce que vous vivez et ce que vivent les habitants de l'hypercentre de Montpellier. Oui, bonjour. Merci de m'accueillir. Disons que on a vécu une période de défouloir nocturne pendant des années dans le centre-ville de Montpellier, avec l'idée qu'on venait faire la fête. Et ça, il a fallu le rééquilibrer. Donc, on a travaillé pour trouver un compromis avec les gérants de bar pour arriver à ce que le respect du droit
existent. Il y a quand même des lois qui indiquent que les nuisances répétées sont répréhensibles. Donc il a fallu travailler là-dessus. On a une géographie particulière à Montpellier, c'est que le centre-ville a des strates qui font 3 à 5 mètres de large, et donc le bruit résonne énormément. Et puis on est dans le sud, comme vous le disiez, et on dort souvent la fenêtre ouverte par nécessité. Donc ça devenait invivable. Et donc au fur et à mesure des années, il y a eu un travail, pu être violent, pu être des affrontements avec les gérants de bar. Vous avez été menacé vous-même ? Oui, menacé, des dégradations, parce que quand on veut faire du business à tout prix, parfois on n'a pas de limite. Et donc c'est pas tous les bars, c'est certains bars, certains gérants. Voilà, il faut pas généraliser. Et on a travaillé aussi à délocaliser les lieux de fête pour que la fête continue. Mais il n'y a pas une loi sur le tapage nocturne ? Si, tout à fait. Quelles sont les règles du tapage nocturne ? Eh ben, le fait que les nuisances répétées doivent être mesurées par la mairie. Et oui, et il peut y avoir des fermetures administratives temporaires, des suppressions de terrasses, parce que la terrasse, c'est un droit qui est attribué annuellement par la ville, c'est une occupation du domaine public. Donc là, il y a eu des sections de suppression de terrasses. Et déjà, ça améliore grandement le fait de pouvoir dormir la nuit. Qu'est-ce qui est bruyant ? C'est la musique, c'est les gens qui parlent, c'est quoi ? Oui, particulièrement dans Montpellier, c'est rien que le passage des gens peut être bruyant. Donc, je comprends qu'un gérant de bar, lui, il a une clientèle qui est contente, qui rigole, ça lui apporte de la clientèle supplémentaire. Lui, ça lui va. Mais quand on habite au-dessus, autour, c'est invivable. C'est vraiment, voilà. Et puis, ce qu'il y a, c'est que concernant l'horaire de fermeture, c'est que quand le bar ferme, les gens partent. Donc, ça décale d'autant le bruit en ville. Oui, mais quand vous visitez un appartement, ça m'est arrivé comme à vous sans doute, vous voyez un restaurant, vous dites, oh là, je vais avoir les odeurs du restaurant, je prends pas l'appartement, je vois un café ou autre. Donc il y a un moment, il y a aussi le choix d'aller dans tel ou tel endroit quand vous achetez. C'est pas la même chose quand un café s'installe, je suis d'accord avec vous, mais quand vous êtes déjà installé et que vous aviez le café, vous doutez dans une ville étudiante qu'il va avoir des fêtes. Oui, alors c'est vrai qu'il y a des lieux repérés, il y a des places festives, y compris en centre-ville, ça on le sait. Mais il y a des petits bars qui se montent partout. Il fallait voir que sur à peu près 50 hectares que représente le centre historique de Montpellier, il y avait plus de 500 bars et restaurants, c'est-à-dire tous les 10 mètres. Ouais. Donc c'est ça qu'il a fallu réguler, c'était pas possible. Et puis, du fait que les rues soient étroites, la terrasse débordait sur la rue. Donc après, c'est un cercle vicieux qui s'installe de nuisances, avec le fait que les gens déambulent la nuit, les gens soient alcoolisés, etc., et l'insécurité. Donc voilà, ça c'était plus possible. On était arrivé à un point de rupture où les gens effectivement déménageaient ou alors devenaient agressifs entre eux. Voilà, on a essayé de travailler à réguler tout ça. Oui, mais il n'y a pas eu de progrès en fait. Il y a eu des progrès. Déjà, le fait de conserver l'horaire annuel de fermeture, c'est ça qui a réglé le plus grand problème. C'est-à-dire qu'on sait qu'à partir de 1h, les gens s'en vont. Et ça, les gens l'ont su. Parce qu'il y avait certains bars qui avaient des autorisations jusqu'à 2h, 3h. Et donc, il y en a qui exagéraient, qui prenaient l'autorisation sans l'avoir. Enfin, c'était un peu le bas. Jusqu'à 3h, 4h, 5h du matin, c'était un bruit permanent. Ouais. Donc là, la loi est claire, si vous voulez. On a Guillaume qui nous appelle de Montpellier, justement. Bonjour, Guillaume. Bonjour. Alors, vous estimez, vous habitez dans le centre de Montpellier ? Tout à fait, en plein dans le centre historique. Et alors, c'est bruyant ? Absolument pas. Alors tu as dit, mon exemple, moi j'ai un bar au bout de la rue qui ferme, un bar extrêmement fréquenté au bout de la rue, donc à 30 mètres, qui respecte les heures de fermeture, comme je crois l'avoir entendu de la part de votre invité. Les fermetures, c'est la fermeture, elle est respectée. Donc finalement, au bout de certain temps, c'est réglé. Est-ce que vous... Oui, allez-y. Montpellier, j'ai grandi à Montpellier. Ouais. J'ai fait mes études et j'ai toujours passé la période de la vie à Montpellier. Très honnêtement, à part quelques points bien précis où se cristallise l'été, et je dis bien l'été, parce que les terrasses sont encombrées surtout l'été,
il n'y a pas vraiment d'endroit où il y a du bruit de manière insupportable, quoi. D'abord, Montpellier, il y a peu de terrasses et la mairie les a considérablement réduites. Les rues sont étroites, donc il y a encore moins de terrasses. Donc, franchement, après, encore une fois, quand on choisit, et je le disais à votre collègue, quand on choisit d'habiter à Montpellier, en centre-ville, quel que soit le centre-ville, on prend ce qu'il y a avec. On a tout à portée de main. On peut difficilement se plaindre d'avoir les inconvénients du bruit. Dans ce cas-là, on s'éloigne du centre-ville. Non, mais là, ce que nous disait Magali, c'est juste de respecter la loi. Oui, et surtout, elle veut pas que ce soit repoussé d'1 heure de plus, parce que là, ça lui va bien. L'heure actuelle de 1 heure, c'est juste qu'il y a cette proposition par tous les autres candidats, à part le maire sortant, de passer de 1 heure à 2 heures du matin. Et ça, je crois que Magali, elle est pas contente. Oui, mais alors après moi j'ai une autre. Très honnêtement, je n'ai que l'argument économique à opposer à ce mécontentement. Je travaille dans le Gard et Joigny, qui est une ville qui est en déshérence depuis bien longtemps, une ville qui a été abandonnée par tous les étudiants, même si ça commence à revenir. Bref, une ville qui ne vit pas, c'est une ville qui meurt. C'est une ville où on ne fait plus rien et qui est extrêmement difficile à relancer. Montpellier, le tissu ne vit que grâce aujourd'hui, en grande partie grâce aux étudiants et aux jeunes, une certaine jeunesse. Pas après les quadras, les quinquas, dont je fais partie d'ailleurs. Donc, je veux dire, faut pas se tirer une balle dans le pied. Si on veut que Montpellier ressemble à Nîmes, allons-y. Et est-ce que dans votre établissement, il y a quelque chose pour mesurer les décibels ? Mais je suis pas. Attendez, je suis pas dans l'établissement dont je parle. Excusez-moi, je crois avoir vu effectivement. Alors, j'ai pas le nom en tête, mais c'est ce petit cadre avec les. Je crois l'avoir. Mais d'ailleurs, alors, ce qui par ailleurs n'est pas obligatoire, ce qui est obligatoire que pour les bars musicaux. Je crois l'avoir vu. Donc, oui. On va poser la question dans un instant à Éric Portugues, qui est membre de l'association des bars et restaurants de Montpellier, qui lui réclame ce décalage de 2 heures à 2 heures. On se retrouve dans un instant avec vous, 0826 300 300. Appelez-nous pour nous dire si vous êtes vous-même dérangé par le bruit des cafés, des restaurants en bas de chez vous. À tout de suite. Sud Radio, Météo, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Mettons-nous d'accord, je ne sais pas si on va les mettre d'accord. On a 2 intervenants, Magali qui représente le collectif Droit au sommeil de Montpellier et Éric Portugues. Bonjour, vous êtes membre de l'association des bars et restaurants de Montpellier et vous réclamez qu'il y ait un décalage comme de nombreux candidats, nous disait Félix Mathieu à l'élection municipale. Vous réclamez qu'il y ait un décalage, que vous puissiez ouvrir les bars et restaurants jusqu'à 2 heures du matin et vous-même vous avez deux restaurants. Donc est-ce que vous entendez, vous entendez les doléances des riverains qui estiment qu'ils ont droit aussi à un peu de tranquillité? Oui, bien sûr. Alors déjà, je suis Pascal Portugues. Éric, c'est le président de l'association. Toutes mes excuses. Mais à coup pas. D'accord. Ensuite, oui, on entend les doléances. Après, la situation est complexe car il y a plein de facteurs. Il y a un facteur économique, il y a un facteur de lien social. Il ne faut pas oublier que le bar, c'est avant tout un lieu de rencontre, de lien social qui permet à des gens de sortir parfois de leur solitude. Oui, mais peut-être pas jusqu'à 2 heures du matin. C'est peut-être ça, c'est peut-être la limite. C'est la question de la limite qui se pose. Personne ne veut fermer les bars ni les restaurants, mais 2 heures du matin, c'est peut-être un peu tard. C'est ce que vous dit Magali. Alors c'est ce qui est le cas déjà dans toutes les grandes villes de France. Rennes, Nantes, Bordeaux, Toulouse, Marseille, Paris, tous les bars ferment à 2 heures. On est la seule ville de taille assez importante à avoir les bars qui ferment à 1 heure. Après, on n'est pas non plus fermé sur les discussions. On peut aussi imaginer une solution où il y aurait une ouverture seulement le week-end. Le vendredi, samedi, ça permettrait, de toute façon, il faut aussi être réaliste. En début de semaine, la fréquentation des bars jusqu'à 2 heures, c'est peut-être inutile de toute façon, puisque les gens travaillent, les étudiants ont des cours, etc., etc. Et une ouverture jusqu'à 2 heures seulement le week-end, il faut dire aussi les choses comme elles sont. Les gens qui habitent et qui revendiquent leur droit au sommeil, comme ils le disent,
a priori, ils ne travaillent pas le week-end, donc ils peuvent étendre leur nuit un peu plus loin le matin. Non, mais ils ont le droit de se reposer de leur semaine de travail en se disant c'est le week-end, je vais dormir un petit peu plus. Vous faites peut-être vous aussi la grasse matinée le samedi ou le dimanche. Bah, peut-être vous vous couchez plus tôt le samedi en se disant j'en profite parce que c'est le week-end justement. Oui, mais comme je disais, déjà il y a votre auditeur qui posait une question tout à l'heure par rapport aux limites sonores, etc. Un tramway fait plus de bruit que des conversations en terrasse. Ouais. On parle de la loi. Bon, la loi c'est 90 décibels. Voilà, c'était ça. On ne passe pas les 90 décibels avec une discussion en terrasse. Il faut aussi être juste par rapport à la réalité des choses. Christine Bouillot, notre correspondante à Toulouse, me précise que dans certaines villes comme Lyon, les bars ne peuvent plus mettre de manches debout pour éviter les discussions qui s'éternisent. À Toulouse, il y a eu pendant longtemps un maire de la nuit, puis un conseil de nuit pour régler les incivilités sur la place la plus festive, la place Saint-Pierre, où les étudiants adorent faire la fête, et la mairie a installé des radars sonores avec des haut-parleurs pour demander aux jeunes de baisser le volume, voire de rentrer chez eux. Et pour les nouveaux résidents, il existe un label pour les informer qu'il y a une vie nocturne avant leur arrivée et qu'ils s'installent en connaissance de cause. Ça répond à la question de Gilles, finalement. Donc peut-être Magali voulait répondre un petit peu dans ce qui a été, dans tout ce qui a été dit. Oui, je pense qu'on ne fonde pas un développement économique sur une heure de fermeture de bar, quoi. Je pense que ça, c'est pas un argument. C'est pas un argument. Fermer à 2 heures, ça permet aux gérants de bar de faire plus d'argent, c'est tout. Mais ça, ce qu'il y a après, c'est ça qui est important. C'est qu'après, il y a du bruit, après, il y a des incivilités, voire de l'insécurité. Les gérants de bar, ils gèrent leur clientèle sur leur terrasse, pas dans la rue. Après, c'est l'affaire de la municipalité. Et c'est ça qui est compliqué. S'entendre sur le week-end, c'est pas, on peut pas, on doit déplacer les lieux de fête là où ça gêne personne. Enfin, c'est pas, il y aura des terrasses plus grandes, ça sera accessible pour les personnes en fauteuil. Voilà, il y a une trop grande concentration. Moi, je pense que quand on s'entend dire ça vous plaît pas le bruit, vous avez qu'à déménager, c'est qu'on fonctionne à l'envers. Voilà, on peut très bien faire du commerce où à ce moment-là vous ouvrez 1 heure avant l'après-midi, vous aurez vos horaires d'ouverture, mais vouloir ouvrir la nuit, vous savez parfaitement que c'est pour générer de l'alcoolisation et faire plus de chiffres. C'est ça qui est compliqué. Alors Pascal Portugaise. Alors, déjà, bon, vous dites on vous déménagez si vous n'êtes pas content, et c'est exactement ce que vous êtes en train de dire pour les bars. Déménagez-les là où il n'y a pas d'habitants. Alors, soyez cohérente dans vos propos. Ensuite, moi, j'aimerais bien savoir combien d'adhérents vous avez dans votre association. Parce que vous vous posez comme l'interlocuteur privilégié des politiques, mais vous représentez quoi exactement? Parce qu'à Montpellier, si vous voulez, il y a 80 000 étudiants. Et on est en démocratie où l'intérêt du plus grand nombre prime sur l'intérêt du plus petit. C'est comme ça, c'est la démocratie. Et ça ne changera pas. Donc, je ne sais pas exactement combien de personnes vous représentez, mais je pense que l'intérêt du plus grand nombre, c'est justement de continuer ce lien social. Ensuite, l'intérêt sur la richesse des patrons de bar. Juste l'intérêt du plus grand nombre, je vous arrête, c'est pas de foutre le bordel, enfin pardon de parler comme ça, je dis pas que c'est ce que vous faites, mais ce que je veux dire c'est qu'on peut pas justifier au nom du plus grand nombre de ne pas respecter la loi ou d'être dans une forme d'outrance. C'est exactement, oui, c'est exactement ce que je dis. À partir du moment sur la majorité où la loi dit qu'on peut ouvrir jusqu'à 2 heures du matin, on reste dans les limites de la loi. Je ne dis pas d'être hors la loi. Je dis juste que si la loi devait changer pour dire « Ok, vous pouvez ouvrir jusqu'à 2 heures du matin le week-end », ça serait quand même dans l'intérêt du plus grand nombre. Il suffit de regarder les commentaires sur toutes les pages des médias, sur les réseaux sociaux, et vous verrez que les gens sont majoritairement favorables à une extension de l'ouverture jusqu'à 2 heures du matin. Et oui, je crois Il faut arrêter de fantasmer sur la richesse des bars, etc. Valérie, Valérie, c'est une question légitime, parce qu'en fait, si ça gêne 5 ou 10 personnes, en effet,
la question sur le nombre de personnes dans l'association, c'est quelque chose. Est-ce que vous avez fait une pétition, madame, et combien Magali, et combien de signatures vous auriez cette pétition? Parce que ça répondrait légitimement à la question que vous a posée le responsable des bars. Oui, je pense que sur 300 000 habitants, il y a 220 000 autres que étudiants qui vivent à Montpellier. Donc, je pense que le rapport de force, non, là, il n'est pas. Non, mais est-ce que vous avez fait une pétition et combien vous êtes de personnes dans l'association? Avec combien de personnes sur la pétition? Et surtout des plaintes de gens qui ont des problèmes de santé. Mais encore une fois, c'est pas en ciblant des gens qui rouspètent, c'est en essayant d'avoir un cadre de vie apaisé. On peut tout à fait déplacer les lieux de fête, on peut faire la fête, il n'y a aucun problème. Il suffit de pas gêner les autres, ça c'est pas compliqué. On peut pas faire la fête à tout prix. Ils sont en train de développer des zones où il n'y a pas d'habitation, où il y a une concentration de bars, de boîtes, et ça marche très bien. Et les gens y vont, c'est accessible. Il y a des grandes terrasses, on fait beaucoup plus de chiffres. Je veux dire, on peut s'entendre. Il faut pas s'accrocher non plus à vouloir faire vivre sa petite terrasse. Voilà, je pense que il faut être raisonnable. Ils savent parfaitement que le bruit, c'est pas gérable pour des gens qui ont bu de l'alcool ou qui ont envie de faire la fête, et donc il faut juste le déplacer. On met pas une boîte de nuit dans un lotissement, on met pas 500 bars dans 50 hectares. Voilà, on essaie d'avoir des restaurants qui sont plus calmes, d'avoir moins de bars à thème et de les répartir un peu mieux dans la ville. Ouais. Pascal Portuguès, c'est une demande de la plupart des candidats à la mairie de Montpellier, sauf du maire, nous disait Félix, du maire actuel, nous disait Félix Mathieu. Est-ce que ça a des chances de séduire des électeurs? Comme je vous disais, d'ailleurs, Madame Magali n'a pas répondu à la question de sa représentativité vraiment de la population. Elle prend le chiffre dans sa globalité, mais c'est pas parce qu'il y a la globalité des habitants qu'elle les représente. D'accord ? Donc ensuite, il n'y a pas que les étudiants. On a des jeunes travailleurs, on a des travailleurs, on a des retraités dans les bars. Il n'y a pas que des jeunes qui viennent dans les bars. Et je pense que majoritairement, l'opinion publique est plutôt favorable à ce genre. Évidemment, dans le respect de la loi et des limites qui seraient posées, on pourrait tout simplement proposer aux divers candidats une expérimentation sur 1 an avec un retour d'expérience sur le bruit, sur les nuisances, etc. Pourquoi pas? Ouais. Mais quand elle nous dit il faut déménager les bars, mais déménagez-vous. Pourquoi vous voulez faire quelque chose? Nous, on est un bar de quartier, dans mon cas. On a du lien social, on a des étudiants des Beaux-Arts, on a des retraités, on a plein de gens différents, les travailleurs de Nicolin, etc., dans notre bar. Vous nous dites aller ailleurs, mais non, nous, on est ancrés dans notre quartier comme beaucoup d'établissements. Félix Mathieu. On rappelle qu'effectivement la question n'est pas tant de fermer ou pas les bars, que est-ce qu'il faut les repousser pour qu'ils ferment plus tard, ou est-ce qu'on reste à 1 heure comme c'est le cas actuellement en particulier à Montpellier. C'est vrai que ça pose cette question. Je pense au-delà du collectif auquel appartient Magali, c'est le grand classique quand même d'entendre des riverains de l'hypercentre se plaindre du bruit qui vient d'en bas. C'est vrai que Magali, vous parliez de développer des boîtes de nuit en zone périphérique. On avait l'image que c'était plutôt le modèle d'avant, ça, que ça se faisait moins qu'avant. Vous dites qu'à Montpellier, c'est une solution qui est sur la table. Oui, tout à fait. Et puis, je pense pas que les agents de Nicolin viennent boire un verre entre 1 heure et 2 heures. On parle de repousser juste la fermeture. Quand ça on ferme à 1 heure, ça va bien. On a beaucoup d'améliorations. Non. C'est juste de conserver. Si vous voulez absolument faire la fête toute la nuit, à ce moment-là, vous déménagez. Mais dans le cas des bars qui ferment à 1 heure, si vous voulez dormir, déménagez. Et puis, non, je pense que là, on la joue vraiment à l'envers. Et je pense que c'est pas le fait de représenter beaucoup de gens, c'est le fait de respecter la loi, de trouver un équilibre. Et en fermant à 1 heure, on a vu ce que ça faisait comme différence par rapport à auparavant où c'est bon, le test on l'a fait. On vous mettra pas d'accord ce matin. Des très bons médiateurs, Non, on vous mettra pas d'accord ce matin, mais on a compris. Oui, c'est ça, c'est que ça fait partie du programme électoral. Merci. Magali, attention, ce soir il y a un match de rugby. Donc, à suivre sur Sud Radio, évidemment. On se retrouve, merci à vous, merci à tous les deux. On se retrouve, nous, dans un instant pour commenter l'actualité. Merci Félix Mathieu. À demain. Et nous, on va parler de la commission d'enquête parlementaire. À tout de suite.
Sud Radio, 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Tout de suite, nous débattons dans ce 10h midi avec Andrea Cotarac, porte-parole du RN. Bonjour. Bonjour. Magali Vicente, bonjour. Vous êtes communicante politique, Mehdi Raïch, analyste politique. Bonjour. Et Pascal Bataille, animateur, producteur, chef d'entreprise. Et je rappelle votre dernier livre, Petit traité du silence à l'usage des gens bruyants, paru chez Guy Trédaniel. Bonjour à tous. Et un candidat de plus ce matin. Allez, il y en a ici qui sont candidats. Non, c'est Open Bar 2027, tous candidats. On a recensé avec Juliette et Anthony le nombre de candidats potentiels, déclarés, qui y réfléchissent. Ce matin, c'est Jérôme Gage. Moi, j'avoue que les bras m'en tombent, mais on va en débattre. Et puis, Jack Lang doit-il démissionner de la tête de l'Institut du monde arabe après les révélations, après son implication, plus de 600 mails échangés avec Jeffrey Epstein, et puis des réponses assez peu convaincantes hier lors de 2 interviews. On commence avec votre zapping, Gilles, et d'autres sujets. Et on va démarrer. Alors, c'est mieux qu'un divertissement sur France Télévisions. Ils auraient dû acheter le programme pour le diffuser en prime time de la commission d'enquête sur l'audiovisuel public. Alors, où se mêlent Delahousse, Nagui, Sébastien, Cohen. Et attention, aujourd'hui, Rachida Dati, qui a toujours son projet de holding. Oh, ça risque de passer à l'as avec sa candidature à la mairie de Paris. Hein. Mais on sait bien que le pouvoir et l'argent rendent les choses assez sulfureuses dans le service public. Alors, y compris entre le rapporteur Charles Aloncle, qui est sciotiste, et qui compte bien dynamiter tout un système bien établi, et son président Jérôme Patrier-Létus, qui semble à chaque audition freiner les ardeurs de Charles Aloncle. Alors hier, ils se sont écharpés sur Media One. Alors pour nos éditeurs, Media One, c'est plus de 80 sociétés. Ça représente 80% à peu près des productions de ce qu'on appelle de flux, c'est-à-dire des émissions de plateau de France 5. C'est-à-dire c'est à vous, c'est dans l'air. Je crois que c'est politique. Voilà, c'est politique. C'est politique, si ça appartient. Donc, quand ils ont racheté Lagardère, ils ont racheté Maximal. C'est produit par Maximal. Et donc hier, il y a eu une question concernant Media One, parce que Media One est détenu par un fonds américain, et toute la question s'est posée: est-ce que le service public donnerait pas de l'argent aux Américains? Arrêtez de nous faire croire que Media One est un agent de l'étranger. C'est un champion européen dont le siège est en France. On peut ensuite s'interroger sur ses actionnaires, mais ne dites pas, s'il vous plaît. Je peux aussi suspendre si vous trouvez que mes remarques sont insupportables. Monsieur le Président, vous détournez mes propos. Une entreprise... L'ensemble des membres de cette commission, quel que soit leur rapport politique, les ont compris comme moi, et 4 ministres de la Culture comme moi. Est-ce que vous pouvez me laisser répondre? Une entreprise, capitalistiquement, est basé en fonction de ses actionnaires. Non, c'est totalement faux, monsieur le rapporteur. Vous avez été entrepreneur. Monsieur, vous avez été entrepreneur. Une entreprise. Quand vous avez plus de 50% de vos actionnaires qui sont étrangers, l'entreprise est étrangère. Quand vous avez plus de 50% de vos actionnaires qui sont des actionnaires américains, l'entreprise... Mais monsieur le Président, j'ai l'impression que vous voulez défendre à corps et à cri Media One. Voilà. Il manquait la fin. Oui, il manque la fin qui était le plus important. Où il évoque des liens entre Jérémy Patrius et Jérémy Patrier et Media One. Et à ce moment-là, il a interrompu la commission, et également le fait qu'il y avait également un ministre qui était présent, parce qu'hier, les ministres de l'audiovisuel ont défilé comme Rachida Dati ce matin. Ouais. Donc, cette commission est en train de partir un petit peu quand même c'est-à-dire qu'on voit une très forte tension entre le rapporteur et le président. Et on comprend bien qu'il y a des choses et des intérêts dans le service public aussi. C'est de l'argent et du pouvoir concentré. Bien sûr. Alors, vous suivez cette commission d'enquête, Andrea Cotarac? Oui, je la suis. C'est vrai que Charles Aloncle a beaucoup fait parler de lui, parce que ça fait très longtemps qu'on dit tout et n'importe quoi sur le service public. C'est l'argent des Français. Bien sûr. C'est l'information, ce qui est quand même extrêmement important pour la prise de conscience des uns et des autres. Et c'est vrai qu'on a constaté, y compris moi en tant que porte-parole, que nous n'étions pas traités de la même manière sur le service public. Moi, j'ai fait un tas d'émissions qui se sont très bien passées, mais le plateau était très largement déséquilibré face à un porte-parole du Rassemblement national que je suis. Donc effectivement, ça a posé des questions. Moi, je suis pas pour dire il ne faut pas de personnes de gauche sur France Inter, mais je constate simplement
simplement qu'il n'y a pas de personne de droite. Voilà. Et donc, c'est vrai que le service public doit appartenir à tous les Français. Tout le monde doit s'y retrouver parce que l'information, le débat, c'est très important et c'est d'ailleurs très français. Oui, mais c'est vrai que les débats... Alors, moi, je trouve que ça part un peu parfois dans tous les sens. C'est-à-dire que ce qui est intéressant, c'est l'utilisation de l'argent public. L'utilisation de l'argent public. Et ces questions-là, il faut vraiment qu'elles soient abordées. Vous suivez aussi, Magali Vicente ? Oui, je suis très attentivement. J'avais déjà suivi attentivement la commission d'enquête parlementaire sur TikTok, qui était très intéressante et qui était déjà une première étape dans l'accaparation des réseaux sociaux par les parlementaires pour faire passer un certain nombre de messages. Et justement, je trouve que là, aujourd'hui, c'est un peu dommageable dans ces auditions et dans la longueur qu'elles commencent à avoir. C'est-à-dire que finalement, les téléspectateurs, les auditeurs, enfin tous ceux qui regardent un peu ça de loin, et notamment sur les réseaux, ne voient que des portions, ne voient que des bribes d'informations et ne voient que le jeu de messages interposés justement entre ces frictions, entre le rapporteur, entre le président et entre les différents interlocuteurs. Et finalement, ça en fait effectivement un buzz, alors que le sujet est profondément en fait intéressant. Le sujet est un enjeu, il y a un fort enjeu, et malheureusement, alors il y a effectivement des choses qui sont dites, qui sont très claires sur l'utilisation des deniers publics, sur la neutralité, sur le fait qu'il y ait une diversité d'opinions qui soit étudiée ou non, mais en dehors de ça, il y a une vraie attente, et il devrait y avoir une attente sur la réforme en fait de cet audiovisuel public et des solutions apportées. Et pour le moment, en fait, on les a pas. On a des batailles d'ego pour en fait faire le buzz sur les réseaux sociaux, et je trouve que c'est très dommageable, et c'est un peu le côté pervers aujourd'hui des commissions d'enquête au niveau des parlementaires. Alors on me signale que Sébastien Chenu était invité de France Inter ce matin. Mais c'est très bien, moi je ne reproche pas de ne pas y aller, je dis simplement que je trouve que le traitement est très largement différent selon l'étiquette des uns et des autres. Et par ailleurs, c'est peut-être aussi tendu parce que pendant des années et des années, on a aussi par exemple reproché au RN d'avoir de l'argent de l'étranger, etc. Et le débat en question que vous avez montré prouve aussi que le débat se retourne du coup aussi contre le service public, puisqu'on explique que Media One a capitalistiquement parlant une majorité d'actionnaires américains. Oui. Donc l'argent des Français, l'argent de nos impôts, l'argent fait pour nous informer, effectivement enrichit de facto, que ce soit bien ou mal, de facto, eh bien des actionnaires américains. Le groupe M6 est allemand aussi. Donc lorsqu'on... Oui, mais le groupe M6 c'est un groupe privé. C'est un groupe privé. Voilà, donc il n'y a pas de question sur les groupes privés. La question c'est sur le service public. Pascal, vous connaissez bien le système des sociétés de production. Oui, complètement. Alors sur Media One, effectivement, ça a été, c'est une société qui a été fondée par des Français, par Pierre-Antoine Capton, et avec Mathieu Pigas, etc. Et qui aujourd'hui est clairement détenue par un fonds. Enfin, la majorité du capital est détenue par un fonds américain. Donc ça peut effectivement poser question. Moi, je trouve ça tout à fait légitime, en tout cas, de s'interroger. Je rejoins complètement Magali quand elle dit que ce qui est dommage, c'est qu'on a, nous, en tant que citoyens, de cette commission d'enquête, que la face émergée de l'iceberg, très cacophonique, très règlement de compte, effectivement, et question dans la question, je ne sais plus, j'ai su quand j'étais journaliste parlementaire comment sont nommés les présidents et les rapporteurs des commissions. Quand j'étais journaliste parlementaire, ça date d'il y a très très longtemps. Ouais. Donc voilà, j'aimerais bien qu'on me le rappelle, parce que effectivement, je trouve que la personnalité, et sans porter insulte à Charles Lalonde ou au président, de l'un et de l'autre, eh bien nuit vraiment au travail de cette commission, parce qu'on a l'impression que même si Charles Lalonde pose régulièrement de bonnes questions légitimes qui méritent d'être posées, à certains autres moments, on a vraiment l'impression qu'il est là pour régler des comptes, pour effectivement faire valoir ses idées à lui, et pas uniquement pour essayer d'investiguer sur la situation actuelle de l'audiovisuel public, qui mérite vraiment d'être réformé quand on le connaît bien de l'intérieur, mais pas non plus d'être diffamé ou d'être complètement banni de la circulation. Donc comment ça, moi je trouve que pour les gens qui nous écoutent, ça serait intéressant de savoir comment on choisit un président de commission d'enquête, comment on choisit un rapporteur, parce que là,
aujourd'hui, le sujet de cette commission d'enquête, il est passionnant. Il est passionnant pour les Français. Et du coup, les Français se mettent à s'intéresser à ces commissions d'enquête. Il y en a eu 2 ou 3 récemment aussi qui ont interpellé l'opinion comme ça. Mais finalement, ce qu'on en voit est assez décevant et peut-être même contre-productif. On va marquer une pause et Mehdi Raïch va nous dire ce qu'il en pense. Mais c'est vrai qu'après, on peut se demander quelles vont être les conclusions et surtout l'efficacité d'une telle commission d'enquête. À tout de suite. Sud Radio, mettez-vous d'accord. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. On est de retour avec vous, nous parlons de cette commission d'enquête sur l'audiovisuel public. Est-ce que vous suivez cette commission d'enquête ? Est-ce que vous vous y intéressez ? Est-ce qu'il y a matière à réformer cet audiovisuel ? 0826 300 300, Mehdi Raïch, sur ce sujet. Parce que Charles Aloncle, après, il pose les bonnes questions, il connaît ses dossiers. Alors on peut estimer que parfois, ce que disait Pascal Bataille, il a des biais après, c'est normal. Politique, mais globalement, il connaît les dossiers. Il fait bien son travail. Je pense que une commission a rarement été aussi légitime dans le contexte actuel. Donc c'est la question de l'argent des Français, donc c'est d'autant plus important. Par contre, ce qui me dérange dans la situation, et on revient un peu sur ce qui a été dit, c'est qu'il y a un attrait nouveau pour les commissions d'enquête parlementaires. Il y avait la commission d'enquête sur le lien entre l'islamisme et les partis politiques. Donc les gens commencent à découvrir ce qu'est le fonctionnement. Donc je reviens un peu sur ce que disait Pascal. Mais ce qui est d'autant plus dérangeant, c'est que ça devient des éléments de communication en soi et des éléments de buzz, c'est-à-dire que ça devient presque un théâtre. Quand on voit uniquement quelques petites séquences et c'est ce qui oriente l'opinion, alors que la commission d'enquête parlementaire, c'est un vrai travail, c'est des rapports qui sont formulés, c'est des questions en amont, c'est de la préparation. Et on voit pas tout ça, on va juste voir l'échange d'hier, la dispute qu'il y a eu entre le président et le rapporteur, alors que c'est pas ce qu'il y a le plus important. C'est les propos qu'il y a eu, c'est les questions qui ont été posées, ce sont les échanges, et c'est ce qui sera formulé dans les finalités et les modalités à la fin. Aujourd'hui, ça devient des éléments de com, en particulier pour les personnes qui y passent, et donc la commission d'enquête devient quelque part un petit peu instrumentalisée. C'est ce qui me dérange le plus d'un point de vue démocratique. Oui, d'ailleurs, ils ont changé. Vous savez qu'ils faisaient des tweets en live et en direct, et ça a été modifié. Alors, Magali Vicente. Et au-delà de ça, je voudrais rajouter, ça, effectivement, c'est utilisé en termes d'instrumentalisation par les personnels qui sont interrogés dans le cadre de la commission d'enquête, mais au-delà. C'est-à-dire que maintenant, on voit qu'il y a énormément de monde sur les réseaux qui s'approprient des morceaux des commissions d'enquête, qui vont en fait servir leurs propres intérêts de communication sur des sujets, sur des notions, et du coup, ça transforme totalement le biais des questions qui ont été posées, puisque les gens ne voient que cette partie-là et non pas en fait le contexte total dans lequel en fait la question a été posée. Et je trouve que du coup ça pervertit encore plus le débat et c'est dommageable vraiment pour la société. On revient et après je donne la balle. Mais quand Jean-Luc Mélenchon s'est présenté à la commission d'enquête sur les liens entre l'islamisme et les partis politiques, c'était quasiment un meeting pour lui. Ça s'est transformé en meeting politique et en objet total de communication ou de propagande politique pour son parti. Donc ça dénature l'objet même d'une commission et ça je trouve ça très dommageable. Andrea, c'est simplement pour vous répondre parce que je pense que c'est important pour nos auditeurs. Comment est-ce qu'on ouvre une commission d'enquête ? Comment est-ce qu'on choisit le thème ? Chaque groupe politique a un droit à ce qu'on appelle le tirage et donc tire un thème, propose un thème. Le rapporteur, donc en l'occurrence Charles Aloncle, et le président ne peuvent pas être de la même famille politique. Donc il faut avoir un accord des autres partis politiques pour pouvoir le faire. Il faut qu'un autre groupe politique puisse veuille bien présider une commission, sinon il n'y a pas de commission d'enquête. Et à la fin, il y a un rapport qui est fait. Donc moi, au-delà de ce que vous dites, c'est pas un outil de communication, ça devient un instrument politique. Parce que dans le rapport qui est rédigé, c'est le rapporteur d'ailleurs qui a le dernier mot, suivant sa couleur politique, bien évidemment, qu'il va charger tel ou tel point, etc. Et donc, 2 phrases vont être utilisées contre les adversaires. Donc après, pourquoi est-ce qu'on a de plus en plus de commissions d'enquête ? Parce que la couleur politique de l'Assemblée nationale a changé. Vous imaginez bien que sous Sarkozy, si Nicolas Sarkozy à l'époque avait fait une commission d'enquête sur le service public, le Parti socialiste s'en serait emparé, etc. Mais l'UMP et le PS aujourd'hui, à 2, ne dépassent pas même 5%. Voilà, donc les couleurs politiques ont changé, les thématiques. Et je finis là-dessus. Au Rassemblement national, on fait très attention sur l'objet même de l'enquête. Je vous prends un exemple qui va peut-être vous surprendre. Quand Monsieur Wauquiez, des LR, a voulu ouvrir une commission d'enquête sur l'islamisme, Marine Le Pen a dit non. On ne va pas présider cette commission, on refuse. Pourquoi ? Parce qu'on n'utilise pas les commissions d'enquête comme instrument politique contre l'adversaire. On l'utilise pour un vrai fait de société sur lequel on se met tous autour de la table. Et on avait refusé la commission d'enquête de Monsieur Wauquiez. Il a donc dû aller voir ailleurs pour pouvoir ouvrir sa commission d'enquête contre Jean-Luc Mélenchon.
Pascal ? Bravo à Marine Le Pen d'avoir dit ça. Juste, je tire le fil de ce qu'on est en train de dire. Est-ce que ça voudrait dire qu'il ne faudrait pas finalement que ces commissions d'enquête et ces débats soient publics, soient diffusés sur les réseaux? C'est diffusé sur Canal 8. C'est diffusé en ce moment. Sur YouTube aussi. Non mais pardon. Alors j'ai mal. Est-ce que c'est pas un problème qu'elle soit publique? C'est ça que je veux dire. Ce qu'on est en train de dire, c'est que finalement c'est utilisé de façon très dévoyée par les uns et par les autres. Ben, il ne s'agit pas forcément de cacher, mais si les parlementaires font bien leur travail, et Andrea le rappelait, si les parlementaires font bien leur travail, il y a un rapport qui est fait, et ce rapport peut être communiqué. Mais ces débats, on voit bien qu'aujourd'hui, encore une fois, ce n'est que l'écume qui nous parvient. Non, mais l'écume, vous êtes libre d'aller visionner. Sur il y a quand même beaucoup de gabegie de l'audiovisuel public quand même. On découvre quand même un tas de choses dans cette commission. Mais c'est pas le fond. C'est pas le fond de ce que disait Pascal. Il remet pas en cause la commission, il remettait en cause la façon, c'est ce qu'on disait, dont on récupère quelques bribes. Magali, pour moi, ça fait partie. Vraiment, pour moi, ça fait partie de l'évolution en fait de la société. Et au-delà en fait du fond, ça dit des choses. Effectivement, du débat politique, c'est-à-dire de comment en fait politiquement on s'empare d'un sujet qui concerne tous les Français, et on n'en fait pas uniquement en fait un élément à charge politique, mais vraiment un sujet d'ouverture pour poser les bases de comment on refonde en fait aujourd'hui la société et quels sont les éléments clés à se poser. Et deuxièmement, ça dit aussi des choses de la société. On va pas en fait fermer quelque chose qui est ouvert en fait à la démocratie parce que les gens en fait sont des consommateurs sur les réseaux de vidéos d'une minute ou d'une minute 30, alors qu'en fait le sujet c'est vous avez votre propre regard, vous avez votre pouvoir d'aller vous informer aussi, et donc il y a aussi cette éducation nouvelle et cet esprit critique à développer, parce que on n'est plus en mode consommation excessive, mais vraiment faut avoir un esprit éducatif de comment j'ouvre en fait aujourd'hui l'esprit critique des gens. Un tout petit point, ça veut aussi dire que le politique est responsable de sa propre pratique parlementaire et de sa propre pratique politique. Donc là, c'est aussi une question de la qualité du personnel politique. On retrouvera sur le sujet de tous ces candidats de 2027. C'est un peu ce sujet au fond, mais c'est vraiment la qualité du personnel politique, et des fois, à la fin, ne justifie pas les moyens politiques. J'entends bien, Mehdi, mais juste une question là-dessus, c'est que pendant des années, on se disait le personnel politique est très bien, puisque il n'y a pas de commission d'enquête. Il n'y a pas de commission d'enquête sur le service public audiovisuel. Il y a des milliards, des centaines de milliards, même milliards, qui partent dans l'audiovisuel public. Il n'y a pas de commission d'enquête. Qu'est-ce qu'ils se tiennent bien, ces hommes politiques? Bon, aujourd'hui, on a une commission d'enquête. Oui, c'est une thématique très importante. Il y a de l'argent en jeu. Il y a de l'influence politique derrière. Il y a une diversité des opinions, effectivement, aujourd'hui. Et donc, je pense qu'effectivement, c'est parfois violent. Oui, il y a des débats parfois houleux. Oui, le président s'est emporté. Oui, Charles Lalonde peut être parfois arrogant ou je ne sais quoi. Il n'empêche, j'attends le rapport avec impatience, et je pense d'ailleurs que... Mais est-ce qu'il va vous servir, vous, au Rassemblement National, pour appuyer le fait que vous voulez plus de services publics? Alors, au moins, si ça peut permettre d'avoir une position, en tout cas une base claire au débat, une base éclairée avec des chiffres sur telle émission, sur tel média, avoir sur Media One une idée de, la majorité, le fond est américain, avoir tous ces détails éclairés suite à la commission, peut-être que ça peut permettre un débat peut-être un peu plus serein. Ça pointe aussi tout ça, quelque chose de flagrant. C'est la nullité et l'inutilité totale de l'Arcom. Parce qu'une grande partie de ce travail devrait être fait... Pardon, mais c'est... Voilà. Debout, on va faire comme ça. Parce que c'est quand même, il y a quand même en France normalement une institution présumée indépendante qui est censée régir tout ça, faire ce type de travail d'investigation, d'enquête sur l'utilisation des fonds publics, entre autres, sur ce qui se passe aussi sur la partialité à ou CNews, par exemple, en ce moment, d'autres chaînes privées, sur est-ce que Media One est ou non un groupe qui peut encore aujourd'hui détenir 80% de la production des programmes de flux de France 5. Il faut le rappeler, 80% des Normalement, l'Arcom devrait faire tout ça, mais à quoi servent-ils? Moi, ce qui m'étonne, je fais juste une petite parenthèse sur l'Arcom, c'est quand l'Arcom est saisi,
ils mettent 1 an à peu près à rendre une décision. C'est-à-dire que vous alertez sur un problème et vous avez la réponse 1 an après, ce qui n'a aucun sens. Enfin, je veux dire, proposer l'exécution provisoire, c'est ça? Oui, c'est ça. Parce que c'est aussi de l'argent public, les salaires des membres de l'Arcom. Non, mais oui, sur l'impartialité, sur la partialité. Et effectivement, Media One, j'ai regardé KKR, ce que vous disiez, Gilles, important fonds d'investissement qui a participé à des opérations comme à la création de Media One. Il y a d'autres groupes également, Plan B Entertainment, qui était la boîte de la société de Brad Pitt, c'est ça? Oui. Et une autre société, North Road Company, studio américain, qui vient d'être acheté voilà. Donc on donne de l'argent à Brad Pitt. C'est ce qu'on est en train de dire. On a racheté, oui, ils ont racheté la société de Media One est un groupe incroyable, énorme. Incroyable, avec 80, qui font travailler beaucoup de gens et avec 80 sociétés. Après, si on leur dit oui aux propositions et aux contrats à France Télévisions, il serait bien bête de refuser. Bah oui, évidemment. Oui. Il y a de l'argent, c'est une société. On se retrouve dans un instant. On va parler de Jack Lang. On va parler des candidats de 2027. Il y a foule et bien d'autres sujets avec vous. On va en dire un mot. À tout de suite. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Tous les jours de ce radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et nous continuons nos débats avec Andrea Cotarac. Vous êtes porte-parole du RN, Magali Vicente, communicante politique, Mehdi Raïch, analyste politique, et Pascal Bataille, animateur, producteur, chef d'entreprise. Et vous avez publié Petit traité du silence à l'usage des gens bruyants, qui est paru chez Guy Trédaniel. On a beaucoup de sujets. Jack Lang doit-il démissionner de la tête de l'Institut du monde arabe? Et puis un candidat de plus ce matin avec Jérôme Guedj, qui veut se présenter à la présidentielle. Gilles, un petit sujet dont tout le monde parle en ce moment. Friend.com. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi ce site? Alors, beaucoup de gens ont vu la pub dans le métro. Je regarderai tous les épisodes avec toi, avec des petites phrases comme ça. Le principe est très simple, on va l'entendre parce que j'ai un petit son quand même. C'est que vous avez un collier et ce collier enregistre tout 24 heures sur 24. Alors, je discute avec vous, Valérie, je mets en route mon petit collier et puis après, je suis tout seul chez moi et je fais qu'est-ce que tu as pensé de ma discussion avec Valérie? Elle a été comme ci, elle a été comme ça. Oh, j'aurais dû dire ça. Et puis j'ai un dialogue avec mon IA, c'est la même chose. Je vais au kebab et puis je commande quelque chose et je lui dis, est-ce que tu crois pas que je l'ai payé cher mon kebab? Ah non, c'était un prix raisonnable. Oh, j'aurais dû quand même mettre du ketchup dessus. Non, mais fais attention à ta santé. Et donc on dialogue tout seul en reportage. Passons. Alors, on a friend.com, donc c'est un collier, il y a des pubs un petit peu partout dans le son, mais je l'ai bien fait tout seul. Vous l'avez très bien fait. On s'y croirait. Et donc il y a un reportage sur. Il y a des reportages partout. Il y a des pubs dans le métro. Andrea était très au point puisqu'on a décidé de faire le sujet. C'était très au point aussi. Je vous imiterai pas l'IA, mais parce que ça a été très bien fait avant. Non, simplement, ça pose évidemment la question, puisque on dit que c'est pour les personnes isolées. C'est un argument. Je pense que discuter avec son IA H24, ça peut au contraire isoler la personne par rapport aux discussions avec d'autres êtres humains qu'on peut avoir. Et deux, ça pose évidemment la question de l'espionnage des données, puisque ça vous enregistre 24 heures sur 24, on sait vos goûts, les couleurs, ce que vous adorez, ce que vous détestez. Évidemment que derrière, il y a aussi un aspect commercial, un aspect financier. Et beaucoup de gens, quand j'en ai discuté là dans un café à Paris, d'ailleurs, tout le monde connaît cette affaire de collier intelligence artificielle. Ils se posaient tous la question, mais par quelle multinationale cette entreprise va être rachetée? Parce qu'évidemment, le nombre de données sera démentiel si c'est un succès. Et évidemment, derrière, ça pose des questions de liberté de vie privée, etc. Pascal je rajouterai aux 2 points d'Andrea un troisième qui est qu'effectivement, comme cette IA, elle peut être contrôlée, elle communique avec vous via votre téléphone, on peut aussi influencer la personnalité qui dialogue. Cette sorte de Tamagotchi pensant et parlant. Voilà. Et donc effectivement, on peut imaginer, sans faire la science-fiction du Café du Commerce, que
on puisse vraiment orienter les opinions, influencer je vais voter pour telle personne. Est-ce que tu trouves que c'est une bonne idée, ces idées? Est-ce que ces idées ressemblent à mes idées? Si on va, puisqu'on peut l'interroger surtout. Magali Vicente. Le problème, c'est qu'on est là que sur le champ des idées, parce que ça reste en fait une IA, et que quand même l'objectif, c'est écrit friend.com. On est là pour quelque part avoir une relation avec un ami. On parle d'amitié, donc de relation. Ça veut dire que qu'est-ce qui se passe dans une relation? En vrai, on partage une relation parce qu'on est sur le champ émotionnel. On a besoin de ce partage d'émotions pour avoir une relation en fait amicale. Or là, en fait, on est bridé totalement dans un univers hors émotionnel que mental, sur un algorithme qui va s'auto-piloter, qu'on va auto-alimenter, et c'est hyper pervers. Et je rejoins ce que vous disiez sur le côté, on va isoler encore plus en fait les personnes. Donc moi, je me pose la question du sens, c'est-à-dire qu'à un moment donné, une société s'est imaginée qu'effectivement, elle pouvait surfer sur ce manque de relations, et peut-être sur le côté, on a beaucoup de gens isolés dans nos sociétés. On se pose la question du pourquoi, et en fait, à la réponse qu'on va donner, c'est de balancer une IA autour du cou, mais la prison, en plus la symbolique, pardon, mais la symbolique du collier autour du cou, et de ramener en fait en plus, enfin il y a l'animal, enfin c'est horrible. Moi je trouve ça horrible dans le côté pervers de toutes les images. C'est de la science-fiction, quand on voit les phrases, je ne laisserai de pub qu'il y a dans le métro, donc je ne laisserai jamais, en gros sous-entendu par rapport à un humain, je ne laisserai jamais de vaisselle dans l'évier, je prendrai toujours le métro avec toi, je m'assois en terrasse même en hiver avec toi, je regarderai tous les épisodes, et écoutez, on a retrouvé le son. Il ne s'agit pas d'une publicité pour une application de rencontre, mais d'un nouveau concept d'intelligence artificielle. À Paris comme à New York, ces messages s'affichent sur tous les murs dans les métros. En vedette, ce pendentif. Porté autour du cou, il s'invite dans votre quotidien, écoute attentivement vos discussions pour devenir peut-être votre meilleur ami numérique. Alors, seriez-vous prêt à vous lier d'amitié avec un collier ? Ah non, pas du tout. Pourquoi voulez-vous que j'ai un meilleur ami sous forme de collier? En fait, ça n'a aucun sens. C'est pas un être humain, un collier. C'est du fer, c'est du métal. Pour vous tenir compagnie, le collier est équipé d'un micro capable ensuite de vous répondre et de converser en vous envoyant un message sur votre téléphone. En France, l'objet et sa campagne publicitaire sont très critiqués, notamment sur les réseaux sociaux. Les conséquences psychologiques, comme la dépendance ou l'isolement, seraient réelles, selon certains spécialistes. C'est un jeune homme de 23 ans qui a imaginé ça. Alors lui, il précise, lorsque vous créez un compte, vous devez verrouiller avec une clé spéciale. Ce n'est qu'avec cette clé que quiconque peut accéder à vos données. Donc, il essaie de rassurer. Ça dit beaucoup de la personne qui l'a créé à 23 ans, moi, je trouve. C'est intéressant. Ça pose question sur la personnalité, parce que forcément, il l'a créé par rapport à un manque lui-même, en fait. C'est justement la question que j'allais poser sur qui est à l'origine de cette chose-là. Si je peux me permettre, effectivement, ça pose question sur la personne, mais l'intelligence artificielle utilise Google. Oui. Donc Google a certainement dû accepter aussi le produit et sa commercialisation, puisqu'on en parle et que c'est dans tous les métros à New York comme à Paris. Moi je mettrais le collier autour de mon chat, je pense que ça serait très intéressant. Il y a des conversations toute la journée. Vous avez découvert le sujet, puisqu'on en a parlé pendant la pub. Vous avez l'air surpris. Je suis surpris, je trouve que c'est... C'est un peu Black Mirror. C'est un truc de zinzin, je suis désolé, je vais utiliser le mot, c'est un truc de zinzin. Ça me fait penser, je l'ai dit hors antenne, au film Her, avec Joaquin Phoenix qui tombe amoureux de sa propre IA. On est vraiment dans ce Black Mirror, on est vraiment dans presque quelque chose qui est du science-fiction et on y rentre totalement. On n'est qu'au début de l'intelligence artificielle, mais moi ce qui m'inquiète d'autant plus, c'est que ça peut aussi amener, on parlait de désordre émotionnel, d'un isolement des personnes sur elles-mêmes, mais aussi une baisse totale des capacités cognitives, et c'est quasiment une délégation de cerveau. Et c'est peut-être le plus inquiétant. De plus en plus, oui. Alors, on va parler... Ils en ont vendu 200 000 en quelques semaines aux États-Unis. Mais c'est inquiétant. Ça peut devenir aussi une mode. Ça peut s'enflammer très vite et devenir 200 000 c'est une mode. 200 000 ça commence à être... Le député Jérôme Gage a annoncé sa candidature à l'élection présidentielle ce matin. C'est voilà, un de plus. Je vous propose, on a fait un petit florilège de tous ceux qui y pensent ou qui sont déclarés.
Est-ce que vous excluez d'être candidat à l'élection présidentielle en 2027 ? Non, j'exclus rien. Oui, je l'ai dit, si Jean-Noël Barrot ou Marc Fesneau n'y va pas, j'irai. Je vais être très claire, moi en 2027, je veux pouvoir peser. Si la question c'est de savoir si j'ai de l'ambition, oui, j'ai de l'ambition. Je suis candidat à la présidence de la République française. Je réfléchis beaucoup à la manière d'exercer cette fonction de président de la République. Je suis la candidate naturelle de mon camp à la présidentielle. Nous sommes gagnants au second tour, que ce soit Marine Le Pen ou moi. Je me prépare à l'élection présidentielle, que je serai, le moment venu, candidat à l'élection présidentielle. 2027, vous y pensez toujours ou pas ? J'y pense. Vous, en 2027, rien n'est jamais impossible. Vous allez y aller, en principe. Vous serez candidate On verra. Je suis candidate à la candidature. Je prendrai toute ma part. je vais essayer de faire valoir mes idées. Moi, je pense que je représente quelque chose. J'y songe, je me sens capable. C'était dans le Morning Glory de Quotidien, la litanie des candidats, donc Michel-Édouard Leclerc, ici même Agnès Pannier-Runacher, vous aviez Aurore Berger, vous avez évidemment Gabriel Attal. Enfin, c'est indécent. Moi, j'emploierais le mot indécent parce que quand on veut être président de la République, je pense qu'il faut avoir un peu de retenue, peut-être, non ? On est à, je sais pas, qui veut réagir ? Vous qui êtes porte-parole du RN, Andrea Cotarac. Courage. Courage. Non, mais je me mets en citoyenne. J'entends Jérôme Gage ce matin, je me dis, mais pourquoi ? Je me suis mis comme moi à votre place. J'ai dit, mais pourquoi ? Oui. En fait, on rentre dans les grandes manœuvres, c'est-à-dire que beaucoup de gens vont viser la Lune pour avoir une étoile. En se disant, mais si, je peux y aller, avoir un poids et pouvoir négocier derrière le soutien à tel ou tel candidat. Moi, ce que je constate, très simplement, c'est qu'on a aujourd'hui 3 blocs à l'Assemblée nationale. Le bloc national avec Jordan Bardella et Marine Le Pen, le bloc central avec Emmanuel Macron qui ne peut pas se représenter, et le bloc de Jean-Luc Mélenchon. Voilà. Au milieu, vous avez ce bloc central, sans Macron du coup, puisqu'il ne sera pas candidat, qui est en fait c'est un tas de confettis. On ne sait plus quels sont les partis, il y a des groupuscules, Horizon, En Marche, de je sais pas quoi. Et en fait, dans ce bloc central, tout le monde va être candidat. Vous avez Jérôme Gage, vous avez Monsieur Darmanin, vous avez Monsieur Attal, vous avez Monsieur l'ancien Premier ministre Philippe, vous avez... moi je vais vous dire en tant que RN, je suis très content. Plus il y en a, plus on gagnera. Alors, est-ce qu'ils vont tous se présenter ? Magali Vessante, vous qui êtes communicante politique, vous les connaissez bien. Qu'est-ce que ça dit de la psychologie ? Et c'est peut-être à mettre en regard avec l'époque, avec ce moi qui est surpuissant sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que, pourquoi pas moi ? En fait, ça dit beaucoup de choses. Et je trouve, en premier regard, très intéressant, c'est que finalement, ils sont eux-mêmes en train de totalement discréditer le fondement même de leur parti politique. C'est-à-dire qu'ils sont en train de dire qu'au final, eh bien, les Français ne seront plus là à choisir au regard du parti, mais au regard d'une personnalité. Mais ça, c'est vrai. C'est-à-dire qu'on voit bien que c'est la tendance qui est en train de se dessiner. Par contre, dans le fait même qu'eux-mêmes se projettent, alors qu'ils sont au sein de ce parti et qu'ils viennent, en fait, eux-mêmes d'avoir un pseudo-combat au sein du débat budgétaire qui est totalement inaudible et qui en fait, n'est absolument plus crédible pour personne, ils s'auto-proclament potentiellement candidats et en fait, ils décrédibilisent totalement l'idée même qu'aujourd'hui, leur parti existe avec un pouvoir potentiel de répondre à un besoin de la société. Et c'est ça, en fait, moi, qui me dérange. C'est que ils sont tous en train de positionner leurs pions, parce que oui, ce sont des damiers, mais ils ne portent absolument pas un regard lucide et crédible sur l'avenir de leur propre parti politique et de ce que ça dit dans la réponse que ces partis doivent apporter aujourd'hui à la population. Voilà, donc, et parallèlement, enfin, il y aura l'autre sujet de quelles sont aujourd'hui effectivement les attentes de la population VS plutôt parti politique ou plutôt personnalité. Tweet très drôle de Françoise de Gois qui dit trop de chefs, pas assez d'Indiens. C'est assez juste. Alors je vous donne la parole tout de suite après. Vous pouvez réagir. Est-ce que vous aussi vous êtes interpellé par cette pléthore de candidats à l'élection présidentielle? À tout de suite. Sud Radio, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. De retour avec vous, nous débattons, nous commentons l'actualité. Mehdi Raïch, donc trop... Ah non, c'était Pascal qui avait la parole. Oui, sur donc trop de chefs et pas assez d'Indiens, comme dit François Degois avec l'annonce. La formule est très jolie, mais enfin, je vais vous faire juste un petit travail de mémoire à court terme. 2016, on voit apparaître un candidat que personne ne connaît, ni des lèvres, ni des dents, comme dit ma grand-mère.
maire, et qui représente aucun parti, Magali, et qui est élu président de la République. Donc, effectivement, d'abord, pourquoi pas, et ça peut donner effectivement à tous ces fringants jeunes hommes et jeunes femmes, le plus souvent sexagénaires ou septuagénaires, évidemment des ambitions, l'exemple Macron. Donc, ils peuvent se sentir pousser des ailes les uns et les autres en ayant vu la réussite d'Emmanuel Macron en 2017, avec son mouvement né de nulle part, etc. Et puis, d'autre part, là, je rejoins ce que disait Magali, ça participe peut-être pas... vous parliez des partis, mais les partis, aujourd'hui, Andréa le disait, ils représentent plus grand-chose, hélas, sans doute, mais en tout cas, ils représentent plus grand-chose. Mais ça participe aussi quand même de cette dévalorisation de la fonction présidentielle qui est en cours, on va dire... Depuis le virage des années 2010, Nicolas Sarkozy, François Hollande, Emmanuel Macron, une dégringolade sans fin de l'image de la fonction présidentielle. Il fut un temps en France où ne pouvait être légitimement président que des hommes politiques qui avaient 30, 40 ans d'expérience derrière eux. Des chefs de parti. C'était des chefs de parti qui se présentaient, et puis derrière, il y avait un parti qui suivait. Le tas et le cuir tanné par la politique. Mais au LR ou ailleurs, les chefs de parti ont disparu. Oui, mais parce que les partis eux-mêmes sont en train de disparaître, d'exploser. Dans toutes les présidentielles, comme le disait Andrea, à gauche, à l'extrême gauche et à l'extrême droite. Il y a plus de chefs de parti, donc... Alors, on a Samy en ligne, et Mehdi, mais on a Samy d'abord, ça finit en I, les deux. Samy, bonjour. Vous réagissez comment à toutes ces candidatures ou ces velléités de candidature? Alors, je dirais c'est un petit peu folklorique tout ce qui se passe, parce que et je dirais même c'est une suite logique de la non-censure des 349.3 et le passage du budget, parce que c'était le dossier le plus brûlant, je dirais, pour le gouvernement. Aujourd'hui, comme il est passé, on voit très bien maintenant que c'est les règlements de compte qui vont se déclencher, parce que le Premier ministre, par exemple, il envisage de faire des remaniements et de sabrer quelques ministres qui ont des vues sur 2027. Et pour couronner le tout, pourquoi pas carrément François Hollande qui veut revenir. Donc aujourd'hui, ce qui est dramatique là-dedans, c'est que quand on prend tous ces candidats qui sont très nombreux, le dénominateur commun, c'est qu'ils n'ont aucun programme. En fait, c'est encore une continuité. Les places sont chères, c'est des planques. Les députés n'ont pas voulu perdre leur place et prendre des risques pour le bien commun du pays. Donc, puisque ça passe, autant continuer. Donc du coup, ils continuent, mais aucun n'a un programme. C'est du réchauffé, c'est les mêmes sujets qui reviennent, mais un programme par rapport à la situation, de la visibilité, la réindustrialisation. On sait très bien que dans l'actualité aujourd'hui, dans les classements, on est dans un décrochage qui est très inquiétant, mais quand on les écoute et on les entend, ce sont des rookies. Gabriel Attal qui fait différent sur ce sujet-là, qui fait des promesses. Donc, et voilà. Donc c'est un folklore en fait. D'ailleurs, je l'ai pas fait exprès de citer Gabriel Attal parce que il est diplômé de comédie, c'est un comédien, donc du coup il a pas de diplôme, tous ses diplômes étaient faux. Donc on continue. Et c'est dramatique. C'est dramatique et très inquiétant. Merci de votre appel. Alors Mehdi, cette fois-ci, vous êtes d'accord? Macron aussi faisait de la comédie et du théâtre. Oui, absolument. Vous avez raison. Alors on pourrait en parler des heures de ce sujet parce qu'il dit tout de la crise politique et institutionnelle française. Oui, ce que disait Samy. Et en fait, je pense qu'on a transformé l'élection présidentielle comme l'alpha et l'oméga de la vie politique française. Tout tourne autour de cette élection. On l'a transformée comme la réunion, du moins la rencontre entre un individu, une femme ou un homme, et un peuple. Et au final, tout ce qui est autour, les autres élections ne deviennent que secondaires. Elles ne sont là que quelque part pour un petit peu arbitrer ou faire vivre la vie politique française. Ça, c'est le premier point, et c'est peut-être ce qui est le plus tragique, parce que ça induit des pratiques, des usages des institutions, et ça amène un paradoxe. Quand il y a eu la dissolution, il y a 1 an, tout le monde disait que le problème venait de l'Élysée. Et paradoxalement, tout le monde veut surenchérir en devenant le président de la République. Ça veut dire quoi de nos élites politiques et surtout de la manière dont les partis sont en train de se constituer? Ça veut dire qu'ils ne font plus des responsables politiques. Là, on reprendrait sur la thématique des chefs de parti. En fait, on produit juste des candidats. Ce qui compte pour les partis politiques, c'est de créer des candidats. Et on va avoir toute une litanie, toute une longue grappe de candidats. Donc à gauche, il y a François Ruffin, il y a Clémentine Autain, que tout le monde a oublié, qui s'est présenté quelque part en octobre. Il y a Marine Tondelier, il y a maintenant Jérôme Guedj, il y a Olivier Faure qui va aussi se présenter, il y a Jean-Luc Mélenchon. À droite, il y a Bruno Retailleau, il y a David Lisnard, Darmanin. Il y a Darmanin. Dans le centre, c'est pareil, il y aura Édouard Philippe, il va y avoir Gabriel Attal. On va se retrouver avec combien? 15, 20
candidats alors qu'il n'y en a peut-être que 2 ou 3 qui sont réellement crédibles. Donc c'est devenu une course à l'échalote quelque part. Ouais. Et les partis politiques, je trouve, sont en pleine crise. C'est une vraie crise, je pense, politique française profonde. On ne produit plus de responsables politiques, on va juste produire des candidats qui vont essayer d'exister un temps parce qu'ils se pensent plus grands qu'ils ne sont. J'ajoute un dernier point, qui connaît Jérôme Gage en France ? Sincèrement, il est connu que du microcosme parisien, du microcosme. Qui connaissait Emmanuel Macron. Oui, mais qui avait envie de voter pour François Hollande. Emmanuel Macron a été justement un atomisateur, il a changé quelque chose. Mais aujourd'hui, on est dans l'après Emmanuel Macron. Ouais. Donc il y a une détestation et avec quelqu'un qui était nouveau. Jérôme Gage, il n'est pas nouveau. Il y a ceux qui les connaissent pas et ceux qui les connaissent et qui n'ont pas forcément envie. Pardon, oui, Andrea, vous vouliez. Non, je voulais rebondir justement sur ce que disait Mehdi, c'est que en fait tous ces candidats, ils explorent en fait ce champ de l'avenir de 2027 avec le même regard que il y a 5 ans, il y a 6 ans, il y a 10 ans. Et tout le problème est là, c'est qu'en fait il y a une incapacité à se remettre au goût du jour sur les attentes et les besoins de la société. La classe politique n'évolue pas au regard de ce qu'attend en fait la société. Et donc à ce moment-là, quand Emmanuel Macron effectivement il est sorti du chapeau, il répondait à une attente. Il répondait à une attente de plus de droite, plus de gauche. Il répondait à quelque chose. Et il a montré que ça ne fonctionnait pas. Donc aujourd'hui, en fait, on peut pas se repositionner sur cette même vision des choses. Qu'attend aujourd'hui la société ? C'est la vraie question qui devrait tous se poser pour savoir s'ils sont en capacité d'y répondre. Et ça, c'est le sujet. Parce que personne, vu les candidatures, personne ne s'est posé la question. Parce que sinon, ils n'y seraient pas allés. Absolument. Parce qu'ils seraient en capacité lucide de voir qu'en fait, ils ne sont pas dans la capacité aujourd'hui de répondre en fait aux besoins de la société. Thomas nous dit, ils n'ont pas de programme, ils ont des visions. Oui. c'est assez juste. On va prendre Pierre, je vous donne la parole après, Andrea. Bonjour Pierre. Allô, bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce que vous en pensez de toutes ces candidatures ? Bon, alors, je m'appelle Pierre Massot, je suis un entrepreneur dans le bâtiment, là. Je vais avoir 83 ans bientôt, oui. Ah oui. J'ai toujours voté à droite dans mon... J'en ai vécu pas mal, et j'ai toujours voté à droite. Et quand, à l'affaire Fillon en 2017, j'ai tout compris. J'ai tout compris. En 2 mots, ils sont tous pourris. Voilà. Bon, c'est simple. Alors, et donc, j'ai dit à la personne qui m'a réceptionné là, la seule solution, c'est de revenir comme en 58 quand le général de Gaulle est revenu et qu'il est reparti à l'époque, il devait avoir 68 ans, je pense. Ouais. Et pour moi, le général de Gaulle, j'ai lu pas mal de bouquins sur lui. Surtout un, c'est celui de Jean-Luc Barré. Je ne sais pas si vous le connaissez, ce livre. Oui. Et c'est édifiant. Pour moi, le général de Gaulle, c'est le plus grand des Français. Mais aujourd'hui, il est plus là. Il est plus là. Et donc, qui pour incarner le général de Gaulle ? Vous allez voter pour qui, vous, a priori ? Vous savez pour quel parti, à défaut de parler de candidats ? Les partis, pour moi, ça n'existe pas. C'est foutu. C'est foutu. Alors, vous en avez un, c'est Aurélien Pradier. Vous avez entendu parler d'Aurélien Pradier ? Oui, bah oui. Bon. Donc c'est votre candidat. Il a tout abandonné, il a dit une chose, il n'y a que le gaullisme qui peut nous sauver. Bah oui, mais le gaullisme, sans le général de Gaulle, c'est compliqué. C'est compliqué, mais c'est vrai que tout le monde aujourd'hui se réclame du général de Gaulle. Andrea Cotarac, merci Pierre de nous avoir appelés. Très simplement, que ce soit Samy, l'ancien auditeur, ou Pierre, ou Pierre, on constate quand même une chose, c'est que là on parle d'Aurélien Pradier, Jérôme Gage, etc. Enfin bon, objectivement, je pense que c'est des gens qui ne couvrent pas 100% de la société française. Je veux dire, personne ne les connaît. Mais au-delà de ça, je pense qu'il y a quelque chose qui en ressort, c'est la réalité de ce qu'ils vivent. C'est-à-dire qu'on parle là de Parti Socialiste, de Pradier contre les uns et les autres. 10 ans de macronisme, je le dis souvent, c'est un record de taux de pauvreté dans le pays, jamais enregistré depuis 96. C'est une dette jamais qui a atteint ce niveau de 3500 milliards de dettes. C'est un record de défaillance d'entreprise, jamais enregistré. C'est un Français sur 3 qui n'arrive plus à payer des factures d'énergie. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Ils n'arrivent plus à payer des factures d'énergie. Hier, je regardais sur une de vos antennes une femme de ménage qui expliquait qu'elle travaillait évidemment 35 heures, etc. et qu'elle se posait la question d'offrir un McDo à ses enfants.
pas un restaurant, un McDo. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les fast-food sont un produit de luxe. Voilà la réalité de ce que vivent les Français. Donc vous imaginez ce qu'ils pensent de Jérôme Guedj qui se présente à la présidentielle. Mais alors comment vous expliquez qu'en face, vous n'avez pas su convaincre? Vous étiez en face en face de de Macron, dans le débat. Comment vous expliquez que vous n'avez pas pu convaincre? Je parle du deuxième mandat. Non, mais nous, on respecte la démocratie. Le peuple souverain reste le souverain. Pourquoi vous n'avez pas su convaincre? Il faut s'améliorer. Et deuxièmement, on réussit de plus en plus à convaincre. Je vous rappelle qu'on est le premier parti de France, pas le premier parti d'opposition, le premier parti de France. On a parlé de Charles Lalonde tout à l'heure, c'est une alliance. Il y a un changement. Monsieur Ciotti était président des LR, président de la droite gaulliste dont parlait à l'instant Pierre. Il a rejoint le Rassemblement national. Vous avez de l'autre côté des zémouristes comme Marion Maréchal qui ont quitté Éric Zemmour pour nous rejoindre. Donc moi je viens de la gauche. 12 ans avec Jean-Luc Mélenchon. Je suis aujourd'hui porte-parole du Rassemblement national. Donc vous voyez qu'il y a un mouvement et un seul qui rassemble aujourd'hui, qui essaye de rassembler le plus grand nombre. C'est le Rassemblement national. Qui sera candidat pour le RN? A priori, c'est Marine Le Pen. Et vous savez comme moi qu'il y a un procès en cours. Et le 12 février, on connaîtra la date du jugement. Et je pense que Marine Le Pen aura tout l'été pour réfléchir à la suite. Ce qu'elle fait. On se retrouve dans un instant avec vos coups de cœur, vos coups de gueule. Et on parlera peut-être de Jack Lang aussi. À tout de suite. Sud Radio, le 10 expert. Et on est ensemble avec vous. On va passer à vos coups de cœur et vos coups de gueule. Vous voulez juste faire une précision sur avant, c'est que quand on voit, on parlait du fait que tous les partis politiques, finalement c'est assez explosé. La vie politique française est assez explosée, mais au final, quand le Français doit voter, il va aussi voter en fonction de celui qui incarne le plus soit un élément de sécurité, soit de stabilité. Et aujourd'hui, les deux partis qui sont le plus monolithiques et les plus stables, c'est à la fois LFI d'un côté et à la fois le RN de gauche. Donc aujourd'hui, les Français ne votent plus vraiment en centre, ils votent plus à droite, ils votent plus à gauche, parce qu'au fond, c'est une guerre des chefs. Et on va plutôt se diriger vers des partis qui semblent stables, monolithiques, où il y a une stabilité à l'intérieur, et c'est eux qui peuvent incarner. Là, on parle de vision, de quelque chose, ou une incarnation avec un candidat. Il y a des chefs de parti. Et des chefs de parti. C'est marrant, t'as fait un lapsus, t'as dit le RN de gauche. J'ai dit le RN. Ouais, le RN de gauche. C'est pas grave, Mehdi. Ça rassemble. Tu veux dire Marine Le Pen plutôt que Bardella? Un petit tour de table sur l'affaire Jack Lang. Je vous propose peut-être de réécouter rapidement ce qu'il disait à propos de Jeffrey Epstein, qu'il ne connaissait pas comme criminel. Epstein, donc financier accusé de crimes sexuels, arrêté en 2019, suicidé en 2019. Quelques mois avant, vous étiez à ses côtés. Pour commencer, quelle est la nature de votre relation avec ce prédateur sexuel, Jack Lang? D'abord, je ne l'ai pas connu comme prédateur sexuel. Je l'ai connu quand il était assez proche de Woody Allen. C'est par Woody Allen que je l'ai connu. En 2010, sauf qu'en 2008, déjà, il avait été condamné pour pédocriminalité, pour avoir recouru au service de dizaines de prostituées mineures. Vous le connaissez en 2010, en 2008, il a été condamné et vous ne le saviez pas. Je ne le savais pas, écoutez, j'ai pas l'œil tourné vers les jurisprudences américaines. C'était pour moi un inconnu que j'ai découvert grâce à Woody Allen. Un ami? Un ami de Woody Allen, oui, parce que... Et de vous? Progressivement, il est devenu un ami. C'est le mot amitié, il faut le... Donc, c'était une interview au micro de Marc-Olivier Fogiel, qui n'a rien lâché. C'était une très bonne interview. Et avec des réponses, effectivement, à un moment, Marc-Olivier Fogiel lui dit, mais attendez, je vous pose des questions, on a l'impression qu'elle tombe de la lune, que vous ne comprenez pas de quoi je parle. Et effectivement, quand il dit... Je n'avais pas l'œil sur la jurisprudence. Quand vous avez un ami qui est condamné à 13 mois de prison pour viol ou en tout cas corruption de mineurs, vous êtes un petit peu au courant et tout était un petit peu comme ça dans cette interview. Et donc il y a des voix aujourd'hui qui s'élèvent pour dire il faut qu'il démissionne de l'Institut du monde arabe. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez. Déjà sa défense est pitoyable. Oui. Au moins sa fille a reconnu que Epstein lui avait dit si tu regarde mon nom dans Google, tu vas avoir peur. Elle est allée voir, elle a vu qu'il avait été condamné pour détournement de mineurs déjà dans les années 2000. Et et elle dit au moins, j'ai continué à le fréquenter parce que j'ai considéré qu'il avait purgé sa peine et que qu'il avait payé sa dette. Mais là, Jack Lang, effectivement, c'est moi je considère, on sait beaucoup de choses sur Jack Lang. Ça fait partie de ces personnages, hélas nombreux, sur lesquels on sait beaucoup de choses et pourtant il
il continue de prospérer dans notre univers politique. Ça fait bien longtemps qu'on aurait dû lui enlever la présidence de l'Institut du monde arabe. C'est une sorte de momie intellectuelle. Je parle pas de son physique, mais une momie intellectuelle. Enfin, déjà, voilà. Mais bon, au-delà de Jack Lang, parce que là, on en fait là encore effectivement un peu le bouc émissaire de tout ça. Mais je pense qu'il va y avoir une sorte de jeu de domino comme ça et de dégringolade assez terrible avec ces dossiers. Ouais, c'est vrai que sa défense était assez pitoyable, Andrea. Oui, je trouve ça pitoyable. Je ne connaissais pas, je n'étais pas au courant. Il y a 600 mails qui sont reliés à Epstein. 600 mails sur Epstein. On se souvient aussi de l'interview qu'il avait eu avec Sonia Mabrouk sur la tribune qu'il avait signée, une tribune pro-pédophile, on va se le dire comme ça, dans Libération il y a quelques années. Il a 86 ans, on a dû changer les statuts de l'Institut du monde arabe pour qu'il ait un deuxième mandat. Je veux dire, qu'est-ce qu'il a fait à la tête de l'Institut monde arabe? C'est un endroit très important. Donc voilà, moi je lui dirais très simplement, si on était au pouvoir, le RN, que sa présence a été très remarquée depuis 60 ans et que désormais elle est terminée. Voilà. Il choisit la sortie, mais la destination c'est la même. Jack Lang dehors. Ouais, bah c'est ce que demande son prédécesseur, qui est Renaud Muselier. Et effectivement, on a du mal à comprendre ses explications. Magali Vicente. Ouais, moi je partage totalement. J'observe beaucoup effectivement toute la dimension, vous savez, de non-verbal et la dimension expressive quand les personnes répondent. Et là, j'ai envie de dire, bien que la partie qui a été refaite sur le visage masque un certain nombre de crispations, on peut pas s'empêcher. On voit effectivement sur les traits du visage et on voit sur le regard fuyant que Jack Lang n'est pas du tout à l'aise en fait avec les questions posées et qu'il y a une totale dissonance entre ce qu'il dit et la vérité. Et donc personne ne peut effectivement croire les propos qui ont été tenus. Vous lui auriez conseillé d'aller s'expliquer ou pas? J'ai eu ce débat hier avec une amie qui m'a dit je comprends pas qu'il soit allé à la télévision pour dire ça, quoi. Mais c'est lunaire en fait. À un moment donné, on se pose même la question de la prise de conscience du sujet qui est en train d'être traité. Et moi, je voudrais porter le point là-dessus parce que, comme disait Pascal, c'est que le début d'un effet de domino. C'est toute une élite qui a été en lien et qui a fermé les yeux, internationalement parlant, en fait, sur des faits. Et là, on n'est qu'au début avec tout ce qui a été révélé et ce qui doit encore sortir. Et il y a une prise de conscience qui doit être faite par ces élites qui ont été en fait entremêlés, parce qu'aujourd'hui le sujet c'est aussi les noms qui sont sortis et les faits, c'est-à-dire on ne peut pas tout mélanger non plus, c'est ça, mais il va y avoir, en fait ça va demander à chacun de se positionner. C'est ça. Il y a des gens qui ont échangé avec Epstein qui étaient effectivement... on peut considérer qu'il est innocent, mais il a 86 ans, il a fait tous les placards dorés de la République depuis 50 ans, il n'a pas de résultat à la tête de l'Institut du monde arabe, il est empêtré dans cette affaire, donc il est innocent, en tout cas présumé innocent, il n'y a aucun souci là-dessus, mais on peut considérer que maintenant il se retire et qu'il prépare sa défense autrement qu'à la télévision en expliquant qu'il n'a rien fait, que tout va bien, roule les jeunesses. Non. Parce que la question à se poser par rapport à ça, c'est justement qu'est-ce qui fait qu'il est toujours maintenu à cet âge et à cette place-là. Emmanuel Macron qui l'a nommé. Oui, mais au-delà de ça, on peut se poser les questions quand on voit aujourd'hui tout le système qui est mis à plat et toutes les vérités qui sortent. Je rejoins ce qui a été dit, c'est que oui, il doit démissionner à minima de son poste de président de l'Institut du monde arabe. Il est effectivement trop vieux. En plus, on est dans un contexte où on parle beaucoup de retraite. Il serait peut-être temps d'y être. Mais moi, ce qui me dérange, c'est que c'est la phrase qu'il a utilisée. Je ne le connaissais pas en tant que pervers sexuel. Oui. Mais elle est catastrophique cette phrase. C'est-à-dire, tu le connaissais comment en fait? C'était un condamné déjà. C'est un déni. Il était condamné avant. Mais qu'il oui, ne le rencontre. cette phrase-là, elle est terrible. Quand il y a la réflexion, Valérie, la question que tu posais, mais est-ce que c'est une bonne idée d'aller sur une radio et d'aller s'expliquer sur ce sujet? Mais en fait, s'il le fait, ça veut dire qu'il a envie de se justifier. Donc c'est qu'il était déjà au courant. Donc c'est déjà un aveu implicite. Donc la défense, elle est catastrophique. Et surtout, il y a 600 mails encore une fois. Et beaucoup de mails montrent une générosité et des demandes de Jack Lang d'argent, des demandes de voitures, des demandes de déplacement de jet. Ils avaient une société en commun apparemment avec sa fille. Oui, mais il n'est pas au courant, Jack Lang. Mais après, il donne des détails. Mais bon, voilà, donc tout le monde... C'est pas la question de dire est-ce que Jack Lang a participé à cette chose-là ou pas. Là, du coup, on est absolument dans la présomption d'innocence. Par contre, il était forcément au courant de la réputation publique de qui était Epstein, puisqu'il avait déjà été condamné dans les années 2000. Donc il ne peut pas dire je ne le connaissais pas
en tant que pervers sexuel, c'est pas possible. Voilà. Vos coups de cœur, vos coups de gueule, Pascal. Coup de cœur, et Mehdi voulait faire le même, mais vous pouvez. C'est Andrea, je crois qu'il voulait faire le même. C'est Andrea, pardon, oui, je mélangeais. Oui, c'était hier la journée mondiale du cancer, mais il n'y a pas de mauvais jour pour parler de cancer et surtout de prévention. A été lancé hier le programme dont je fais partie des ambassadeurs de dépistage précoce du cancer du poumon pour les personnes notamment de plus de 50 ans, fumeurs ou ayant fumé. Et moi, je rajouterais ou ayant été des victimes de tabagisme passif, parce que voilà. Vous avez été, moi, je suis le bon exemple, effectivement. Vous avez eu un cancer du poumon. J'ai eu un cancer du poumon l'an dernier. Et vous étiez fumeur ou pas? J'ai été fumeur il y a très longtemps. J'avais arrêté il y a 25 ans et je suis exactement le symbole de ce que l'absence de dépistage précoce peut créer comme problème, puisque effectivement je n'ai été diagnostiqué que 9 mois après avoir été symptomatique, parce qu'on m'a d'abord fait faire une radio et que on sait bien que les radios ne servent à rien. Donc voilà, pour faire court, le cancer du poumon aujourd'hui en France, c'est un Airbus 321 chaque jour diagnostiqué, et c'est une rame de TER chaque jour de décès. Donc c'est pas anodin, c'est plus de 50 000 cas et plus de 30 000 décès. Se faire dépister, contrairement à ce qu'on peut croire, ça fait pas mal. Et ça peut pas faire de mal, au contraire, parce que le déni ne sert à rien, il ne peut que faire empirer les choses. Donc ce programme de dépistage, il faut absolument le soutenir, il faut ne pas avoir peur d'aller faire ces scanners à faible dose tous les ans, au moins dans un premier temps, dès lors qu'on fait partie de la population à risque, que j'ai décrite tout à l'heure. Et voilà, et c'est une très bonne chose. Et il faut savoir que les pneumologues et les cancérologues se battent depuis des années en France pour enfin que la Haute Autorité de Santé et le ministère de la Santé admettent de mettre des fonds dans ce programme de dépistage précoce, qui est essentiel, parce que ça peut faire diminuer de façon extrêmement sensible la mortalité et aussi coûter moins cher au final à la sécurité sociale. Et demain, Valérie, dans mon zapping, je vous parlerai du vapotage qui est remis en question par un rapport de Lancet qui s'inquiète légalement de cancer de poumon. Je ne sais pas si vous avez vu l'information et quel est votre regard là-dessus sur le vapotage. Alors moi, je n'ai pas d'expérience sur le vapotage en particulier, donc mais j'ai vu effectivement ce rapport et voilà, mais moi j'aime pas donner des leçons de comportement aux gens, on est fumeur, on vapote, etc. Chacun est libre plus ou moins de ses comportements et maître plus ou moins de ses comportements, mais en revanche pour le moins essayer de se faire dépister quand on a des comportements à risque, et fumer et peut-être vapoter en son, eh bien, ça, il faut le faire. C'est ça, la campagne, c'est vous êtes fumeuse ou ex-fumeuse, vous avez entre 50 et 74 ans, la PHP et l'étude Cascade pour le dépistage du cancer du poumon vous permet de bénéficier d'un bilan gratuit avec, vous l'avez dit, un scanner à faible dose, et c'est vrai que quand les symptômes apparaissent, c'est déjà presque trop tard dans votre cas, non? Oui, le cancer du poumon, il est asymptomatique. Il faut vraiment le prendre très tôt avec. Donc, quand on a fumé, oui, on est plus à risque. Andrea, oui, non, mais je souhaitais faire ce coup de cœur, et donc je n'ai rien à rajouter à ce qui vient d'être dit. Je pense que quand il y a une bonne idée, il faut le dire. Il y a déjà des dépistages pour les femmes sur le col, sur un certain nombre de cancers. Je pense qu'il y en a 3 ou 4. Le cancer du sein, évidemment. Pour le cancer du poumon, je trouve ça une très bonne idée, anticiper les choses avant que les problèmes n'arrivent. Voilà, on se retrouve dans un instant avec vous. On va parler du Washington Post, on va parler du Groenland et des candidats aux municipales. À tout de suite. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et on est ensemble jusqu'à midi. Alors on continue, coup de cœur, coup de gueule avec Mehdi. La situation au Washington Post, grand journal de Washington, grand quotidien de Washington, propriété de Jeff Bezos. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, une grande partie de la rédaction a été virée hier. Donc, en grande partie, la rédaction qui se trouve au Moyen-Orient, du moins les journalistes qui sont au Moyen-Orient, tout le bureau du Moyen-Orient a été viré. Le bureau aussi qui se trouve pour tous les journalistes qui travaillent sur le sujet ukrainien. Donc, dans ces personnes-là, il y a Lizzie Johnson, il y a Rebecca Wellington, qui est une ancienne du prix Pulitzer en 2022. Il faut bien se mettre quand même dans l'idée que il y a certains journalistes qui ont reçu leur SMS de licenciement alors qu'ils étaient en plein théâtre de guerre au Moyen-Orient. Faut s'imaginer un petit peu comment ça se passe. Moi, ça me pose une question qui est peut-être plus profonde sur le système démocratique, et ça en dit long aussi sur ce qu'est en train de devenir la société américaine. C'est que, eh bien, finalement, quand on parle d'un milliardaire comme Jeff Bezos, il pèse combien? 250, 260 milliards aujourd'hui.
aujourd'hui. Tout le monde sait que lorsque vous achetez un journal comme le Washington Post, c'est pas pour le mettre c'est pas rentable. Aucun journal aucun grand média n'est rentable. Par contre, vous achetez de l'influence, vous achetez forcément de l'opinion, donc vous achetez vraiment que c'est une machinerie politique, comme on dirait en sociologie politique. Et aujourd'hui, ça veut dire que quelqu'un comme Jeff Bezos peut se permettre de virer 300 personnes et de les mettre sur carreau et de faire en sorte que l'information, on en parlait tout à l'heure, l'importance de l'information dans une société démocratique devient uniquement une variable d'ajustement économique pour lui. Ouais. Donc c'est un énorme danger économique, c'est un énorme danger, je pense, démocratique, un énorme danger informationnel. Et cette situation peut aussi découler sur, peut-être inspirer d'autres milliardaires en France qui, eux, possèdent des journaux. Ouais. Donc j'aimerais alerter parce que le Washington Post, c'est iconique. Ouais. C'est un immense c'est un journal de référence. C'est un journal de référence au niveau mondial, et on se retrouve dans cette situation où des journalistes sont littéralement virés alors qu'ils sont La justification, c'est raison économique. Raison économique. Alors que Jeff Bezos a payé 28 millions de dollars à Melania Trump pour les droits du documentaire Melania. Et c'est pas dans le même panier, mais et Bernie Sanders a fait un tweet justement sur ça dans la nuit où il disait mais Jeff Bezos a acheté son yacht 500 millions de dollars. Et là, il va pour ça, vous avez 5 ans de financement du Washington Post. Alors, si on gratte un petit peu. Comment ça, si on gratte un petit peu? Allez-y, grattez. Moi, franchement, je comprends pas. Moi, ça me. Mais alors, est-ce que c'est lié à Trump ou pas par rapport? Alors ça, je sais pas. Peut-être, parce que c'est vrai que la question des midterms va être. Et on sait que la position de Donald Trump à l'intérieur, enfin la politique interaméricaine, elle est très compliquée avec la situation avec la police ICE. Il y a aussi ce qui se passe au Texas. Il y a une recrudescence. C'est pas une recrudescence, mais les démocrates sont en train de faire leur petit espace dans un pays qui est historiquement républicain. Donc c'est vrai qu'il y a toute cette question de la politique intérieure. Il y a ce qui se passe en Iran qui influe sur la politique interaméricaine en disant déplacer un porte-avions c'est 300 millions de dollars par jour. Il va falloir le justifier s'il n'y a pas d'action en Iran au moment des midterms. Donc il y a toute cette question-là qui s'ajoute. Mais de manière générale, le fait que le Washington Post, un journal aussi iconique, se retrouve à mettre toute une partie de sa rédaction virée et qu'on fasse de l'information une valeur marchande, c'est un énorme problème démocratique pour les États-Unis. Ouais. On voulait dire un mot d'envoi. Enfin, c'est de toute façon la réaction. Et il y a aussi dans ce que n'a pas cité Mehdi, moi je souscris totalement à ce coup de gueule et à tout ce que ça peut évoquer aussi pour la liberté de la presse, de l'information, y compris chez nous. Évidemment, il y a aussi tout le service de ce qu'ils appellent là-bas aux États-Unis, les questions raciales qui a été complètement démantelé dans ce plan de licenciement. On peut se demander pourquoi aussi. Bien sûr. Groenland, il y a une actualité au Groenland, Andrea Cotarac? Eh ben oui, je lisais le Parisien ce matin. Oui. Donc un article du Parisien de vos confrères qui nous explique que la France nomme un ambassadeur au Groenland. Alors l'idée en soi est intéressante, mais ça prouve quand même qu'on n'a pas trop anticipé, puisque l'article nous explique qu'on nomme un ambassadeur à Nuuk, la capitale, au Groenland, parce que le Groenland est devenu stratégique. Ça fait 80 ans que le Groenland est stratégique, puisque vous savez que les Américains y ont mis des bases d'abord pour contrer l'Allemagne nazie, puis des bases pour contrer l'URSS. Et aujourd'hui, évidemment, avec la fonte des glaces, qui ne date pas non plus d'hier, l'Arctique, donc le pôle Nord, va devenir... il y aura des voies de navigation, on a de l'exploitation des sous-sols, en tout cas des fonds marins, de l'Arctique, en matière de terres rares, de gaz, etc. Et que les États-Unis et la Russie se font une guerre avec la Chine aussi, sur ce territoire. Donc rien n'est stratégique, ça prouve donc que la France n'a absolument rien anticipé, puisque je vous rappelle que l'article dit aussi qu'on a du mal à trouver des bureaux pour notre ambassade à Nuuk. Donc on a l'ambassadeur qui a atterri, ça l'article nous le dit, mais il cherche vraisemblablement un peu tout seul s'il y a une agence immobilière pour permettre d'avoir une ambassade de France. On explique aussi que le gouvernement envoie ce diplomate expérimenté, Jean-Noël Poirier, c'est vrai, il l'est pour le coup, il est très très compétent, mais c'est étonnant parce qu'il y a quelques années encore, Emmanuel Macron avait réformé le corps diplomatique, où il avait fusionné justement les diplomates expérimentés et les autres. Et on s'aperçoit aujourd'hui que la diplomatie, c'est essentiel pour notre pays, la représentation, c'est essentiel, la négociation, c'est essentiel, alors que sous Emmanuel Macron, la France affichait être le deuxième plus grand réseau diplomatique du monde, c'est très important. On l'est toujours, mais on est cinquième aujourd'hui. Donc on voit bien qu'il y a un affaiblissement total. Donc en résumé, et pour la faire courte, l'action du gouvernement, c'est d'avoir détruit le corps diplomatique, d'avoir été incapable d'anticiper des problèmes au Groenland et probablement ailleurs, c'est-à-dire d'avoir un coup de retard sur les autres. Et aujourd'hui, c'est de reconnaître, tambour battant, que leur action a été un échec. Donc la fin, c'est de dire que vivement
que cette fin de règne se termine au plus vite, parce que les Pierre Richard qui font de la diplomatie, je pense qu'on en a assez vu. Et peut-être si Bardella passe, vous serez nommé là-bas en tant qu'ambassadeur. Et j'espère qu'on aura trouvé les bureaux d'ici là et qu'il y aura du chauffage. Voilà. J'espère pour eux qu'ils auront trouvé leur local. Magali, vous vouliez revenir sur les candidats aux municipales. Vous vouliez leur faire un coup de cœur. Moi, j'avais un petit coup de cœur pour les candidats aux municipales dans ce contexte politique national extrêmement affligeant. Je voulais en fait leur dire merci parce que j'en accompagne aujourd'hui beaucoup et je vois combien c'est de plus en plus compliqué. On a des milliers d'élus sur le terrain aujourd'hui qui tentent désespérément en fait de continuer à faire exercer la démocratie la plus juste possible. Donc je voulais les remercier pour ça et en même temps interpeller les auditeurs sur un sujet, c'est-à-dire que on a une société qui est de plus en plus juge par rapport aux politiques et notamment même par rapport aux élus locaux et que en fait on ne peut pas juger d'un côté et ne pas se poser la question de qu'est-ce qu'on fait nous en tant qu'acteurs au quotidien dans nos collectivités, en tant aussi que consommateurs, mais aussi contributeurs. Ne pas rester spectateur, c'est aussi un engagement pour chaque citoyen aujourd'hui dans le cadre des municipales. Et donc juger, c'est bien, mais contribuer et être acteur sur le terrain pour se poser les questions de qu'est-ce qu'on offre au quotidien aussi ensemble dans ce collectif pour faire évoluer la politique, c'est quand même un sujet. Et je voulais terminer en disant que chacun doit continuer à porter en fait une voix VOX parce que en le faisant, ça permet d'ouvrir beaucoup de voix VOIE. Oui, vous avez raison et c'est vrai que les candidats aux municipales sont noyés, sont inaudibles aujourd'hui. Voilà. Vous voulez réagir peut-être à ça? Je suis tout à fait d'accord. Et j'ajouterais juste un point, c'est sur le nombre. Vous imaginez, il y a 36 000 communes. Il y a beaucoup de listes, donc il y a beaucoup de candidats qui ne seront pas élus, mais qui se présentent, ce qui prouve quand même que notre pays est un pays hautement politisé. Contrairement à ce qu'on pense et par rapport à d'autres pays en Europe, on est vraiment hautement politisé par le nombre de candidats et de personnes qui s'engagent. Oui. Une réaction sur ces moi, je vis dans une commune municipales, de 8000 habitants et ce que je constate effectivement, c'est que ce qui est demandé, on demande 29 personnes sur une liste, ce qui fait que il y a des listes qui n'arrivent pas à se composer parce qu'effectivement, il y a besoin de trop de monde. Je comprends pas très bien, moi, la nécessité d'avoir 29 élus sur une liste. Qu'est-ce qui préside à cette décision-là et ce qui fait qu'effectivement, c'est un peu toujours les mêmes, malheureusement, qui sont là, parce que les nouveaux, ils ont du mal à composer une liste de 29 personnes. De manière générale, les Français apprécient les élus locaux, donc la proximité, et en parallèle, on voit une détestation des élus nationaux. Cher Perico, bonjour Valérie. Alors, de quoi parle-t-on chez vous? Que nous cache d'autre l'affaire Epstein? En général, quand il y a des médias qui testent quelque chose, c'est qu'il y a quelque chose à découvrir de plus. On décryptera ça avec... Voilà complotiste, non? On aura Georges Kuzmanovic qui a bien creusé l'affaire et qui va nous révéler peut-être des choses inattendues. Est-ce qu'on peut se passer de Marine Le Pen à la présidentielle quand on est un électeur du Rassemblement national? Il va peut-être falloir y penser. On verra ça avec un politologue. Et puis, l'humanité va-t-elle tout simplement disparaître si on ne fait pas attention à nos sols, si on arrête de les massacrer? Et c'est l'ancien ministre de l'Agriculture, Julien de Normandie, qui viendra avec son bouquin nous expliquer son cri d'alarme. Vous lui demanderez s'il est candidat, parce que ça en fera une plus sur la longue liste des candidats. Alors je pense qu'il va laisser passer la période cirque et qu'il viendra quand la France aura retrouvé un petit peu sa raison et ses pieds sur terre. Oui, mais ce matin, Louis Ozelter chez Patrick Roger annonçait un duel Marine Le Pen, Emmanuel Macron pour. Et tout le monde nous annonce la victoire de François Hollande. Les gens très intelligents nous disent que ça sera François Hollande parce que. Comme il faut des nuls, on va prendre le plus nul, peut-être, je sais pas. Non, mais il y a des arguments, en sa faveur. Allez, le débat est ouvert. Vous êtes en forme. À tout de suite. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Bonjour, c'est Daniel Herrero. Sud Radio Rugby. Ce soir à 21h au Stade de France,